bienvenue dans Lex Inside. Au programme de ce numéro, le projet de création d'un taux d'imposition minimum pour les sociétés à l'échelle mondiale. On parlera également d'un projet de base de données de décision de justice de première instance mutualisée. Et enfin, on évoquera les frais de repas des salariés en télétravail. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Message, associé au sein du cabinet FTPA, qui va nous parler du projet de création du taux d'imposition minimum au sein des entreprises à l'échelle mondiale. Nicolas, bonjour. Bonjour Monsieur Dumouriez. Alors, quelle est l'origine de cette proposition ? Eh bien, merci pour cette question. L'origine de la proposition, c'est l'OCDE. En fait, c'est l'OCDE en novembre 2019, lorsque l'OCDE donc a émis un rapport qui visait à instituer un impôt minimum mondial. Évidemment, cette proposition est restée un petit peu lettre morte parce que l'administration américaine précédente, l'administration Trump, avait été vent debout contre cette proposition, alors que la nouvelle administration, en fait, est favorable à cette imposition mondiale. On va rentrer dans le détail dans un instant, mais et c'est donc il y a moins d'un mois que Janet Yellen, donc la directrice du Trésor américain, qui a remis sur le devant de la scène en fait cette imposition et qui donc permet finalement à tout le monde d'en parler, d'en reparler, mais surtout d'en parler parce qu'elle va se concrétiser probablement dans les mois qui viennent. Quels sont les enjeux d'une telle proposition ? Alors, ils sont énormes. Ils sont énormes parce que si on reprend le rapport de l'OCDE de novembre 2019, ce rapport se décline en deux piliers. Premier pilier, c'est l'imposition des entreprises du secteur numérique. On dit des entreprises du secteur numérique pour viser finalement les GAFA, toutes ces entreprises comme Google par exemple, qui réalisent dans le monde des profits sans forcément y être établies physiquement, en tout cas établies au sens des règles traditionnelles d'établissement qui sert de base à l'assiette d'un impôt. Et donc l'idée de ce premier pilier, c'est de permettre aux États sur lesquels une entreprise exerce une activité, donc ce qu'on appelle les pays de marché, de lever un impôt minimum sur les profits qui sont réalisés dans cet État, alors même que l'entreprise n'y est pas établie physiquement. Voilà, donc ça, c'est tout à fait, c'est vraiment le premier pilier, c'est tout à fait typique. C'est pas ce qu'on appelle l'impôt minimum. C'est pas encore ce qu'on appelle l'impôt minimum. L'impôt minimum, c'est une déclinaison de ce premier pilier, mais c'est un pilier à part. C'est le pilier numéro 2, je vais y venir. Mais c'est quand même extrêmement fondateur de l'évolution du droit en lien avec l'évolution de l'activité générale des entreprises. Bon. Et puis le deuxième pilier, là, ce deuxième pilier, c'est un pilier très technique, dans lequel les États membres du G20 principalement vont instituer bien sûr un taux d'imposition minimum pour taxer ce qu'on appelle les flux localisés, je vais y revenir dans un instant, les flux sortants, les flux entrants, et puis pour permettre aussi des adaptations de conventions fiscales bilatérales. Donc en fait, ces règles du deuxième pilier sont des règles qui visent à permettre aux États de prélever sur les entreprises qui sont établies chez eux, des impositions complémentaires si ces entreprises ne payent pas assez d'impôts à l'étranger. Et donc, je donne un exemple, Monsieur Dumouriez, si vous voulez, vous avez une entreprise américaine qui est établie aux Bermudes. Et cette entreprise des Bermudes, elle a un taux d'imposition extrêmement faible. Eh bien, un taux d'imposition au titre de sa succursale locale, elle peut même y être établie physiquement aux Bermudes. Elle a un taux d'imposition extrêmement faible. Eh bien, ce que prévoit la première règle de ce deuxième pilier, c'est que les États-Unis peuvent prélever un impôt égal à la différence entre le taux d'impôt minimum qui sera décidé et qui sera compris entre 12,5 et 21%, il n'est bien sûr pas encore fixé, et l'impôt effectivement payé localement aux Bermudes. Et donc, ça a évidemment pour effet et pour objet de permettre, d'éviter que cette entreprise s'établisse aux Bermudes pour ce taux d'impôt très faible, puisqu'elle paierait le complément aux États-Unis. Donc il n'y a plus d'intérêt pour l'entreprise de s'établir aux Bermudes. Ça, c'est une première règle très importante, c'est ce que j'appelle le flux localisé. C'est-à-dire on regarde le bénéfice réalisé localement dans une succursale physiquement établie et on
et l'État en question prélève le complément d'impôt. Et les autres règles? Les autres règles, flux sortant, eh bien, quand on est une entreprise qui verse un dividende, je vais dire un dividende, quel que soit le flux d'ailleurs, ça pourrait être un dividende, un intérêt, une redevance, quelque flux que ce soit, eh bien, l'état de situation, l'état de la source pourrait prélever un impôt complémentaire si ce flux n'est pas suffisamment imposé dans l'état de situation du bénéficiaire du revenu, et inverse dans le cas du flux entrant. Et puis ensuite, il y a des règles qui permettent aux États de substituer, ce qu'on appelle la règle de substitution un peu complexe, substituer une règle d'exemption par une règle de crédit d'impôt par des voies d'adaptation de conventions fiscales internationales. Concrètement, comment ça pourrait se mettre en place? Ça se mettra en place probablement parce que les États du G20 sont, à ma connaissance, alignés, et ça se mettra en place par le biais des conventions fiscales internationales à renégocier, bilatérales, une convention multilatérale à conclure aussi entre ces États. Probablement qu'il y aura de la perte en ligne, parce qu'on parle de taxes mondiales, mais en fait on s'adresse aux taxes des 20 États de l'OCDE. Et il y a 200 États dans le monde. Donc, si vous voulez, il y a bien 180 États qui sont pas dans le champ de cette taxe mondiale, mais qui subiront les conséquences par le truchement, en fait, de l'imposition minimale que prélèveront les États si leurs entreprises sont établies dans ces 180 autres États. Voilà. En un mot, quelles sont les conséquences pour les entreprises? Eh bien, les conséquences pour les entreprises sont des conséquences lourdes parce que elles vont devoir payer une imposition plus élevée. Alors, ça va nourrir le budget des États pour rééquilibrer, bien sûr, disons, les richesses du fait notamment de cette pandémie mondiale. C'est une imposition supplémentaire, moins de liberté d'établissement. Voilà. Merci Nicolas Message d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci Monsieur Dumouriez. Vous êtes toujours dans Lex Inside et on va parler tout de suite de la base de données de décisions de justice de première instance lancée par Predictis. Ce sont 100 000 décisions de justice de première instance qui vont être mutualisées. On en parle tout de suite avec mon invité, Louis Larrey-Chahine, directeur général de Predictis. Louis, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, quelle est l'origine de ce projet ? Vous le savez, l'ambition de Predictis, c'est d'organiser toute l'information juridique dans un seul outil. Et par information juridique, on entend évidemment les conclusions, les mémos, la documentation interne d'un cabinet d'avocats, mais on entend aussi l'information externe, et notamment ces fameuses décisions de justice. Or, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Sur Predictis, vous trouvez d'ores et déjà toutes les décisions des hautes juridictions, Conseil d'État, Cour de cassation, des 36 cours d'appel et des 8 cours administratifs d'appel, mais pas encore assez des décisions de première instance. Alors, on sait justement, sur ces décisions de première instance, c'est difficile de se procurer ces décisions. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place 3 flux pour réussir à récupérer plus de décisions de première instance. Le premier flux, c'est ce fameux programme de mutualisation des décisions. On propose à tous nos clients de nous envoyer leurs décisions de justice. Nous nous occupons ensuite de les pseudonymiser, conformément à la réglementation en vigueur. Donc ça veut dire qu'on enlève le monsieur X, enfin on remplace les noms des personnes par des monsieur X, madame Y. Et ça représente environ un volume, depuis le début du mois d'avril, de 10 000 décisions de justice envoyées par des cabinets comme Nomos, SEA Avocat, Allen Overy et plein d'autres. Donc en fait, ce sont les cabinets d'avocats qui alimentent cette base de données ? Oui, c'est un peu donnant-donnant, si vous voulez. Les cabinets qui apportent des décisions peuvent accéder à cette véritable caverne d'Alibaba qui est en train de se constituer. Et en plus de ça, on a 2 autres sources de décisions de première instance. Le service de décision de justice à la demande qu'on a mis en place sur Predictis. Nous prenons en charge tous les frais, toute l'organisation pour récupérer des décisions que nous demandent nos clients. Et puis par ailleurs, on se permet parfois des demandes proactives vis-à-vis des greffes quand on sait qu'une décision en particulier peut présenter un intérêt. Alors, quels sont les types de décisions qu'on va pouvoir trouver dans cette base de données ? Les décisions viennent essentiellement des tribunaux de commerce, des tribunaux judiciaires, beaucoup des conseils de prud'homme aussi, voire énormément, et puis depuis peu des tribunaux paritaires des baux ruraux. Alors, du coup, dans quel domaine du droit un peu, qu'on ait une idée ? Predictis fonctionne dans tous les domaines du droit, donc que ce que vous fassiez du droit social, du droit de la famille, du droit commercial, peu importe, Predictis fonctionne vraiment dans tous les domaines. Alors, quelles vont être les fonctionnalités associées ? Ça, c'est une des grandes différences entre Predictis et les autres moteurs de recherche du marché. Chez Predictis, nous avons énormément investi dans notre intelligence artificielle qui permet de trier les décisions en fonction de leur sens.
Donc c'est le seul outil du marché, vous pouvez dire je veux toutes les décisions qui vont dans le sens de mon client ou toutes les décisions qui vont dans le sens inverse. C'est extrêmement efficace, ça permet de trouver très vite la pépite qui va vous faire gagner un dossier. Par ailleurs, pour les entreprises ou les cabinets d'avocats qui importent leurs décisions, ça permet aussi de cartographier son contentieux. Vous pouvez faire des analyses statistiques sur vos propres données, savoir où est-ce que vous avez plaidé et quels sont les montants d'indemnité que vous avez obtenus. C'est hyper efficace et très intéressant à analyser. Alors, quelles vont être les perspectives de développement ? L'objectif, il est posé. C'est d'atteindre 100 000 décisions de justice, rares et inédites, uniquement de première instance. Pour le moment, ça démarre fort. En à peine un mois, on a déjà récolté quasiment 10 000 décisions de justice. Mais le combat n'est pas terminé, il faut vraiment atteindre cet objectif de 100 000 décisions de justice le plus vite possible. Toutes nos équipes sont mobilisées là-dessus. Et après, on peut imaginer d'en trouver 100 000 autres plus tard ? Pourquoi pas ? Essayons déjà d'atteindre ce premier niveau. Ce sera déjà bien. 100 000 décisions de première instance sur le très récent, rare et inédite, ce sera probablement une des bases les plus riches, sinon la plus précieuse du marché. Merci d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler des frais de repas des salariés en télétravail avec mon invitée Angélique Desruelles, avocate fondatrice du cabinet CFD Law. Bonjour Angélique. Bonjour Arnaud. Alors, quelles sont les modalités de prise en charge des tickets restaurants et des primes de repas pour les salariés en télétravail ? Est-ce qu'ils doivent être maintenus ? Alors Arnaud, c'est une question vraiment intéressante que vous posez aujourd'hui et on aurait aimé avoir une réponse claire dans cette période de crise sanitaire où le télétravail est devenu la règle et ce n'est malheureusement pas le cas. Alors toutefois, s'agissant des primes de panier repas, c'est un petit peu plus clair. L'employeur peut continuer à les maintenir pour les télétravailleurs, mais s'agissant d'une suggestion particulière de l'employeur imposé par exemple dans le cadre d'un déplacement professionnel, c'est un remboursement de frais professionnels, donc à mon sens, ils n'ont pas à être maintenus dans le cadre du télétravail et ils pourraient même exposer l'employeur à un risque de redressement URSSAF. S'agissant des tickets restaurants dits chèques restaurants, la question est plus compliquée. Alors en fait le ticket restaurant, il vient du ticket de rationnement mis en place en 1967. L'origine était de pouvoir donner aux salariés qui ne pouvaient pas prendre son repas sur les locaux dédiés au travail, de pouvoir bénéficier d'un déjeuner dans des conditions avantageuses. Donc il s'agit en fait d'un avantage salarial qui n'est pas obligatoire, dont la cotisation prise en charge par l'employeur permet une exonération de charges sociales et fiscales. Donc la question, elle a tout son sens, puisque s'agissant d'un surcoût lié à l'absence d'un repas qui ne peut être pris au domicile, quid des télétravailleurs ? Alors, on a du pour et on a du contre. Alors du pour, parce que effectivement, le télétravailleur, c'est un travailleur effectif. Il accomplit un travail effectif et en ce sens, au niveau des droits, il ne doit pas être considéré comme un salarié absent ou en congé payé. Ensuite, il y a des télétravailleurs qui ne vont pas pouvoir télétravailler de chez eux pour des considérations personnelles et qui vont par exemple travailler dans un espace de coworking. Il n'y aura pas d'espace repas pour eux. Et enfin, par rapport à la crise sanitaire actuelle, le télétravail est imposé. C'est du télétravail subi et non du télétravail effectué sur une base volontaire. On a aussi des arguments contre, c'est-à-dire que en fait, le télétravailleur, il va bénéficier de tickets restaurants, mais il ne pourra pas les utiliser pour financer son repas du midi, puisque le cahier des charges du ticket restaurant est très strict. Et donc, en fait, la vocation initiale du ticket restaurant est un petit peu perdue, et cela d'autant plus en fait, que les restaurants sont fermés actuellement. Alors, on a un véritable brouillard juridique en ce moment. C'est pas un vide juridique, c'est un flou. C'est un flou artistique, on va dire. Donc, on a le ministère du Travail, l'URSSAF et les juges qui ont des positions divergentes. Alors, on a le ministère du Travail et l'URSSAF qui viennent considérer qu'en application du principe général d'égalité de traitement, les télétravailleurs doivent bénéficier des mêmes droits que les travailleurs sur site et donc doivent donc bénéficier de tickets restaurants. À noter en fait que le principe général d'égalité de traitement s'applique en cas de situation identique ou comparable ou équivalente. Et on a les juges. Alors les juges, on a 2 décisions diamétralement opposées à 10 jours d'intervalle.
Donc, on a C'est pratique. Voilà. On a le tribunal judiciaire de Nanterre qui, le 10 mars dernier, a considéré que les salariés sur site qui sont en présentiel et ne bénéficient pas d'un restaurant d'entreprise ou interentreprise ne sont pas dans une situation comparable aux salariés en télétravail et qui travaillent depuis leur domicile. Et puis le 20 mars dernier, on a le tribunal judiciaire de Paris qui est venu considérer au nom du principe de l'égalité de traitement que les salariés, les télétravailleurs ont les mêmes droits et bénéficient des mêmes droits que les salariés sur site, et cela d'autant plus que le télétravail est imposé dans le cadre de la crise sanitaire. Donc aujourd'hui, en fait, juridiquement parlant, on ne peut pas donner une réponse claire et nette. On espère que le juge tranchera cette question. On l'espère vivement, effectivement. Est-ce que la prise en charge des frais de repas doit faire l'objet d'une discussion globale avec l'employeur dans le cadre d'une discussion sur le télétravail? Et quelles sont les bonnes pratiques que vous recommandez en la matière? Alors effectivement, oui, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Eu égard à ce flou artistique juridique, il est important de privilégier le dialogue social entre employeurs et salariés. Seul le dialogue social permettra de réunir un consensus et de prendre en particulier les considérations des spécificités de l'entreprise. Effectivement, les critères à prendre en compte s'agit-il d'un télétravail imposé ou volontaire? Y a-t-il des télétravailleurs réguliers, des télétravailleurs occasionnels? Y a-t-il un restaurant d'entreprise ou un restaurant interentreprise? Alors il y a pas mal de groupes qui ont choisi purement et simplement de continuer à octroyer des tickets restaurants aux télétravailleurs. Par exemple, à titre d'exemple, IBM Service, le groupe Suez. Et je cite le cas intéressant de l'accord de télétravail de la Société Générale. Dans leur accord, en fait, donc, les télétravailleurs réguliers continuent à bénéficier de tickets restaurants si et seulement si ils n'ont pas accès sur site au restaurant d'entreprise. Et par contre, s'agissant des jours de télétravail flexibles, à leur demande, à leur choix, ils ne bénéficient pas de tickets restaurant. Donc en fait, pour conclure, Arnaud, je pense qu'effectivement le dialogue social est prépondérant, il est vraiment important dans cette période où le flou demeure. On peut par exemple considérer que les tickets restaurants peuvent être octroyés si le salarié sur site en bénéficie et s'il n'a pas droit au restaurant d'entreprise et si le télétravail est imposé par l'employeur. Cette conclusion, c'est une première conclusion qui est donnée sous toute réserve, comme on dit en droit, puisque au jour d'aujourd'hui, on attend avec beaucoup d'impatience l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui va infirmer ou confirmer l'arrêt du tribunal judiciaire de Nanterre. L'audience est prévue le 22 juin prochain, donc bientôt, mais enfin ça ira certainement en cours de cassation. Et on attend aussi la position du ministère du Travail qui a été saisi par EFO le 30 mars dernier sur ce sujet. Eh bien, on va suivre ça avec intérêt. Merci Angélique Desruelles d'être passée sur le plateau de Lex Inside. De rien. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Lex Inside.